Bonjour à tous, alors ce dernier tuto sur le cours, comme promis, avec la toute dernière partie, qui vous allez le voir en fait ne recèle pas beaucoup de nouveautés, un petit peu, mais enfin en fait non, quasiment pas, hein. On va toujours rester sur l'indépendance, simplement, au lieu de considérer juste deux événements, disons, quelconques l'un par rapport à l'autre, là ce qu'on va considérer ce sont des événements qui vont finalement, oui c'est ça, ça va être les mêmes qu'on observe enfin, en fait, un seul événement, disons, je vais dire les choses clairement, sauf qu'on va, on va les considérer sur des expériences qui se répètent. Voilà, donc par exemple, un truc hyper classique, je lance un dé. Par exemple, l'événement, c'est, j'en sais rien, moi, obtenir un nombre pair, voilà. Bon, c'est pas hyper intéressant si le dé il est équilibré, alors disons obtenir un 4, voilà. Et je recommence l'expérience, je relance un dé, et je regarde la même chose, obtenir un 4, etc. Et je peux le faire plein de fois. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est quand les expériences entre elles sont indépendantes. Donc c'est là où on va retrouver l'indépendance. Donc justement, par exemple, quand je lance un dé, puis je reprends le même et je le relance, il y a complètement indépendance. Puisque le dé n'est pas préprogrammé, hein, donc a priori, même si j'ai eu un 4 à la première, au premier tir, au premier lancer, je peux avoir un 4 au deuxième lancer, comme je peux ne pas en avoir, peu importe. Et si j'en ai pas eu au premier lancer, pareil, même conclusion pour le deuxième. Donc il y a vraiment indépendance entre les deux lancers. Et donc on va retrouver cette notion-là. Euh, alors, c'est pas vraiment entre événements, puisque, encore une fois, c'est le même qu'on observe, mais comme on l'observe pas sur la même expérience, ça revient au même, quoi, si vous préférez. Voilà. Donc, ce sont les expériences là, qui vont être indépendantes entre elles et qui vont donner lieu, au final, à des événements indépendants, même si ce qu'on observe reste constant, reste la même chose. Donc nous, on va s'intéresser, alors ça existe avec plein d'expériences qui se suivent, hein, successives, mais nous, au programme de première, en tout cas, ce sont juste les successions de deux épreuves indépendantes, deux expériences indépendantes qu'on regarde. Donc il y en aura juste deux, mais évidemment, on peut imaginer que ça va être la même idée pour 3, 4, etc. Donc, bon, déjà, on va écrire ça, et après, on va expliquer ce que ça induit, justement, pourquoi ça peut être intéressant. Parce que, bon, l'air de rien, ces expériences-là, enfin, ce type oui, d'expérience, de schéma, on le retrouve assez régulièrement hein, dans plein de choses qu'on a besoin d'observer avec des probabilités. Donc, bon, maintenant qu'on parle de ça, là, on va quand même essayer de voir après en quoi ce qu'on a vu avant peut nous servir dans ce genre de situation. Même si vous allez voir qu'en fait, c'est des choses que vous faisiez peut-être naturellement déjà en seconde. Enfin, c'est pas transcendant non plus, mais on va appliquer, on va mettre de la théorie et des mots, du bon vocabulaire sur peut-être des choses, des remarques que vous étiez déjà faites. On va voir. Alors, donc, on appelle. Oula, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Je reprends avec. Bon, là, je vais lui mettre ça. Hop, on va prendre du noir, ça j'enlève. Donc, on appelle. Voilà. Succession de deux épreuves indépendantes. De deux épreuves indépendantes. La répétition à l'identique d'une expérience aléatoire deux fois. Donc à l'identique, ça j'ai pas insisté là-dessus, mais je vais le redire. Alors, attendez, d'une expérience aléatoire, donc aléatoire bien entendu, hein, qui est soumise au hasard, sinon ça rentre pas dans le cadre de notre étude. Deux fois, puisque justement on fait deux épreuves. Donc j'explique là ce qu'on vient d'écrire. Ça veut dire qu'on répète une même expérience de façon successive, donc d'affilée, sans rien changer. Par exemple, quand je parle du dé, je ne change pas le dé. Il s'agit bien du même dé à chaque fois, les mêmes conditions, etc. Donc il s'agit bien d'expériences identiques qui se répètent. Et, euh, et les résultats, en fait, de la première expérience n'influencent pas le résultat de la deuxième. Voilà. Donc là, ça va être la fin de notre phrase. Et donc ça veut dire qu'on on est bien face à deux épreuves indépendantes. Une succession. Donc j'en étais où? Deux fois. Les résultats, virgule, les résultats de la première épreuve n'influençant pas
et j'ai oublié un L, pardon, n'influençant pas ceux de la seconde. Seconde épreuve. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle une succession de deux épreuves indépendantes. Alors c'est pas toujours facile de savoir s'il y a indépendance ou pas. Donc là aussi, soit c'est une évidence, soit on vous précisera dans l'énoncé qu'il y a bien indépendance. Ou on vous précisera parfois peut-être de manière un peu moins claire, un peu plus détournée, mais ça revient au même. En tout cas, faut savoir ce que ça veut dire déjà. Alors par exemple, je sais pas moi, quand vous faites un sondage, voilà, on interroge une personne, X, bon. Après, on interroge une personne Y qui ne connaît absolument pas la personne X. Bon, on peut supposer qu'il y a indépendance entre justement les réponses de l'un et les réponses de l'autre. Donc là, ça nous ferait, je sais pas moi, si le sondage c'est êtes-vous pour, je sais pas moi, pour que Macron se représente à la présidentielle, peu importe, je fais pas de politique, je vous rassure, mais juste parce que c'est des fois ce qu'on entend à la télé là, peut-être en ce moment. On pourrait mettre donc M1 pour ceux qui ont dit oui et M1 bar pour ceux qui ont dit non. Vous voyez que je mets un 1 parce que ce serait pour la première personne. Et pour la deuxième personne, j'aurai toujours M et M bar, mais je vais mettre un numéro 2 pour dire que là, oui, c'est le même événement que je considère, mais ce n'est pas... Enfin, c'est la même expérience que je vais faire, puisque je vais poser une question à quelqu'un que je ne connais pas. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, c'est aléatoire. Mais j'observe bien le même caractère, je pose bien la même question. Donc c'est bien M ou M bar, mais selon qu'il s'agisse de la première épreuve, de la deuxième épreuve, donc de la première interrogation, la deuxième, du coup je vais mettre un 1 et un 2 pour savoir un peu de quoi je parle, quoi. Voilà. J'aurais pu faire une troisième personne et mettre encore M3, M3 bar, etc. Voilà, donc ça pourrait donner ça. Et donc vous voyez que en fait, je peux représenter assez facilement ces épreuves-là avec un arbre. Sauf que là, les arbres, ils n'ont pas forcément la même signification que ce qu'on a pu voir en début de chapitre, où on avait en fait des arbres qui partageaient des groupes à chaque fois. Là, c'est pas vraiment qu'on partage un groupe, c'est que chaque rang de l'arbre, chaque niveau de l'arbre va correspondre à une des expériences qu'on fait, successives. Donc en fait, c'est plutôt pour représenter la suite, la... Oui, c'est ça, c'est une représentation séquentielle en fait, c'est-à-dire que les réponses les unes après les autres dans l'arbre. Donc on n'est plus tout à fait sur le même type d'arbre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va quand même pouvoir mettre des probabilités, on va quand même pouvoir le pondérer, et on pourrait même réfléchir en termes de conditionnel, sauf que justement, s'il y a indépendance entre M1 et M2, par exemple, j'ai plus besoin de parler de conditionnel, puisque l'un n'influence pas l'autre, par exemple. Voilà. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Imaginons que, je sais pas moi, oui, alors le problème c'est que, oui, disons, si en moyenne, à la fin du sondage, j'ai, je sais pas moi, 42% de oui et 58% de non, je vais pouvoir considérer que c'est la probabilité. Donc sur l'ensemble des gens qui ont été interrogés, si j'en pioche un au hasard, quelle est la probabilité qu'il ait dit oui ou qu'il ait dit non? C'est ça en fait. Parce que bon, pour que ce soit des probabilités, il nous faut quand même des données aussi. Donc disons que si je regarde la moyenne, je devrais avoir 0,42, 0,58. Et en fait, si je prends une deuxième fiche, une deuxième personne, pareil, je me demande la probabilité qu'il dit oui ou qu'il dit non, ce sera la même, justement. Puisque j'ai considéré la moyenne des résultats comme étant la probabilité. Voilà, et qu'est-ce qui se passe? En fait, sur les arbres où j'ai indépendance, comme ça, je vais avoir exactement les mêmes probabilités d'un niveau sur l'autre. Puisque forcément, le premier n'a pas influencé le deuxième. Donc je retrouve exactement les probabilités n'ont pas changé, même si je sais déjà que le premier a répondu oui, ça ne change rien. En fait, j'ai quand même la même probabilité de retomber sur un oui ou sur un non sur la deuxième personne que je tire au hasard. Donc du coup, on reconnaît quand même assez bien les situations d'indépendance comme ça, c'est-à-dire qu'on a les mêmes événements qui se répètent, les mêmes expériences, et on a les mêmes probabilités. Et donc ce qui est intéressant, c'est que on va avoir finalement encore la même remarque avec la multiplication là, sur les branches. On va pouvoir multiplier son problème. Et en plus, là, on ne multiplie même pas des conditionnels entre elles, on multiplie des probabilités normales, ce qui est indépendance, justement. Bon, ça, on va y revenir. Et aussi, autre chose, pour les situations d'indépendance, on n'a même pas besoin de faire un arbre, en fait. On pourrait très bien faire deux têtes et dire, bon, de toute façon, à chaque fois, c'est la même probabilité, donc j'ai plus qu'à multiplier. Voilà, donc en fait, là, on retrouve le principe de multiplication, mais on n'a pas besoin de la conditionnelle. Donc c'est vraiment
très simple finalement, quand j'ai des expériences qui se répètent et qui sont indépendantes, ben, les probabilités qui correspondent à l'événement en question vont se multiplier, tout simplement. Voilà. Et il n'y a pas besoin de de beaucoup de justification en fait. Alors, ensuite, donc les remarques. Alors je pense que dans les remarques, il va y avoir pas mal de choses que j'ai déjà dites. Lors de la succession de deux épreuves indépendantes, la probabilité de chaque issue, les probabilités pardon, de chaque issue restent identiques. Justement, ça c'est ce que je viens de dire. Forcément, hein, parce que si c'est pas le cas, ça veut dire qu'une expérience a influencé l'autre. En tout cas, que c'est fort probable. Ensuite, deux tirages successifs avec remise. Alors ça, je vais expliquer ce qu'on appelle avec remise. Donc ça, en fait, dans l'énoncé, des fois, on ne vous dira pas il y a indépendance, on ne le dira pas. Mais on vous dira qu'il s'agit d'un tirage avec remise. Et en fait, ça implique qu'il y a indépendance. Je vous explique. Donc j'enlève cet exemple-là. Je prends par exemple, l'urne de tout à l'heure, là, c'était pas mal. Elle est où? Le sac, voilà. Bah, imaginons que j'ai mon sac là, de l'exercice avec les jetons. Bon. Imaginons, je fais 2 fois l'expérience tirer un jeton. Donc, en fait, c'est bien la même expérience, elles sont bien identiques. Alors, je tire un premier jeton. Quel choix je vais avoir? Je vais regarder les numéros. Hein, on va faire comme ça. Donc, je vais avoir 1, 2 ou 3. Avec une probabilité. Alors, 1, j'en ai 3 sur 6. 2, j'en ai 2 sur 6. Et 3, j'en ai 1 sur 6. Très bien. Maintenant, je garde mon jeton. Donc, je ne remets pas. C'est ça la remise. Hein. Je ne remets pas dans le sac. Donc, je garde mon jeton. Quelles vont être les probabilités pour le tirage suivant? Donc, je garde mon jeton. Il n'y a donc plus que 5 jetons dans l'urne. Maintenant, je cherche la probabilité, encore une fois, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et pour 3, en fait, si j'ai déjà tiré le jeton 3, il n'y a plus de 3 dedans, donc ce ne sera plus que 1 et 2. Alors, admettons que j'ai mon jeton 1 dans la main. Donc, j'ai plus que 1 jeton 1, peu importe lequel. Il reste 2 jetons 1 sur 5 jetons restants. Donc 2 sur 5. Des jetons 2, il en reste toujours 2 sur 5. Et le jeton 3, il n'y en a qu'un, 1 sur 5. Pareil ensuite. Donc ensuite, c'est un 2. Sur la branche d'après, c'est un 2 que j'ai obtenu pour le premier tirage. Donc le 2, je l'ai dans la main. Donc il ne reste plus que 1, 2 sur les... Pardon, c'est en dessous. Il ne reste plus que 1, 2 sur les 5 jetons restants. Les 1, eux, il y en a toujours 3. Et le 3, il y en a toujours 1. Ensuite, si j'ai tiré le 3, il ne reste plus que des 1 et des 2. Et il reste toujours 5 jetons. Donc il reste tous les 1, c'est-à-dire 3 sur 5. Et il reste tous les 2, c'est-à-dire 2 sur 5. Donc là, vous vous rendez compte que quand je ne remets pas le jeton, les probabilités, clairement, elles se modifient, elles changent. Donc quand il n'y a pas remise, donc sans remise, je ne peux pas dire, d'ores et déjà, il n'y a pas indépendance, c'est pas possible. Voilà. Donc là, si on ne vous dit pas dans l'énoncé qu'il y a remise, c'est-à-dire que si on vous dit en gros qu'on ne remet pas le jeton, qu'on le garde, ou la bille, ou la boule, ou ce que vous voulez, vous ne pouvez pas en déduire qu'il y a indépendance. Donc ça devient de la probabilité conditionnelle. Là, on est d'accord que, par exemple, le 3 cinquième qui est là, c'est la probabilité d'avoir un 1, sachant qu'on a eu un 2 au premier tirage. Voilà. D'ailleurs, là, il faudrait mettre en toute logique, vous voyez, un petit indice pour dire qu'on est sur le premier tirage, là sur le deuxième tirage, etc. Bon, c'est un détail pour l'instant. Voilà, donc tout ça pour dire que si je fais avec remise, au contraire, si je fais mon tirage pareil, mais avec remise, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai tiré d'abord un jeton, puis je le remets dans l'urne, et je retire un jeton, et donc je recalcule mes probabilités. 1, 2, 3. Donc là, imaginons que j'ai pris le 1. Bon. Vu que je vais le remettre... Ah oui, alors pardon, les premières de probabilité, évidemment, ne changent pas. Hein. Voilà, donc imaginons que j'ai pris un 1, je le remets avant de retirer un jeton. Donc, comme je le remets dans l'urne, je vais avoir exactement le même nombre de jetons qu'au départ. Donc finalement, ça ne va pas changer les probabilités. Et justement, on a bien indépendance entre les deux tirages, parce que comme je recrée l'urne exactement comme elle était au départ, en fait, le tirage est identique. Et il n'est pas influencé par ce que j'ai tiré avant. Puisque je remets à 0 à chaque fois. Voilà. Je réinitialise à chaque fois.
Bon, et pareil partout. Donc là, pour le coup, on est bien dans une situation d'indépendance. Donc c'est pour ça que dans la remarque, je vous dis que quand il y a remise, pardon, excusez-moi, vous pouvez en déduire directement qu'il y a indépendance entre les tirages. Parce qu'en général, ce sont des tirages quand on parle de remise. Donc ça, c'est à vous de le déduire. L'énoncé ne vous dira pas explicitement « Ah ben c'est bon, c'est indépendant ». Souvent, en tout cas. Donc deux tirages successifs avec remise peuvent être assimilés à une succession de deux épreuves indépendantes, car dans ce cas, les résultats du premier tirage n'influencent pas ceux du second tirage. On revient à la situation de départ, en fait. Voilà. Ensuite, petite remarque aussi numéro 3. Alors ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour représenter une succession de deux épreuves indépendantes, on peut utiliser un arbre pondéré. On peut. Pas une obligation, c'est l'exemple que je vous avais fait tout à l'heure. Les probabilités affichées ne sont alors pas des conditionnels. Ça, je l'ai dit aussi tout à l'heure. Les événements et les probabilités restent les mêmes au fil des niveaux de l'arbre. Ça aussi, je l'ai dit. Donc l'exemple, comme je le disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous conseille évidemment quand il y a un exemple comme ça, de le traiter, enfin d'arrêter la vidéo, d'essayer de le traiter et après d'écouter la correction. Ça me paraît plus efficace que de faire qu'écouter. C'est même sûr. Donc alors, cet exemple, vous allez voir, il est pas... Enfin au début c'est un peu, mais en fait c'est pas très compliqué. On vous dit que pour se rendre sur son lieu de travail, un certain Sam rencontre un feu tricolore sur son trajet. Lorsqu'il rentre de son travail, il rencontre ce même feu tricolore. Pour ce feu, le cycle vert, orange, rouge dure 80 secondes. Donc ça veut dire que si j'additionne en tout le temps du vert, le temps du orange, le temps du rouge, j'arrive à 80 secondes. Et ce temps, il est réparti de telle sorte que le vert prend 50 secondes et le orange prend 4 secondes. On peut évidemment déduire ce que prend le rouge. Donc VOR pour les couleurs du feu, très bien. On s'intéresse aux couleurs des deux feux rencontrés par Sam lorsqu'il fait l'aller et le retour le reliant à son lieu de travail. Justifier que la situation peut être assimilée à une succession de deux épreuves indépendantes. Voilà, donc là, vous voyez, c'est une question qui a l'air de... Enfin, qui fait peur comme ça, parce qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup de... Et puis justifier, c'est pas ce que vous préférez en général. Mais en fait, c'est un peu toujours la même chose. Vous allez voir, on va l'écrire. Qu'on vous demande, en fait, on demande juste d'expliquer pourquoi il s'agit bien de quelque chose qui peut être vu comme une succession de deux épreuves indépendantes. C'est-à-dire ce qu'on a vu dans le cours là tout à l'heure, enfin juste au-dessus. Donc il y a plusieurs choses à dire. Si on regarde la définition, on le voit. À l'identique, donc il faut bien expliquer que en fait on répète, oui c'est une répétition aussi, pardon. Donc il y a une répétition à l'identique de façon successive, donc ça se suit, d'une expérience aléatoire. Voilà. Et alors indépendante, là on vous le demandait, je sais plus. Oui, bon. Là pour l'histoire des feux, en fait, c'est vrai que là pour le coup on est sur une situation qui est évidente, hein, quoique, bon. Parce que, enfin, en fait, quand il fait son aller, il va tomber sur un certain feu. Quand il fait son retour, il va tomber sur un autre feu. Il n'y a pas d'influence normalement de l'un sur l'autre, à part si vraiment il était réglé à la seconde, le SAM là. Et que du coup, bah, forcément, comme ce sont des cycles, si le matin il passe à, je sais pas moi, 10h02, 38 secondes, et qu'il sait combien dure chaque cycle, en théorie, si le soir il sait exactement à quelle heure et quelle seconde il va passer, il peut savoir, il peut prévoir. Mais là, évidemment, on part du principe qu'il ne réfléchit pas et qu'il part au hasard, que ce soit pour l'aller ou pour le retour. Donc, on va bien être sur une situation de deux épreuves indépendantes. Alors, comment on va écrire ça tranquillement? Donc, je cherche juste la phrase la plus simple pour vous. Donc, chaque passage, enfin plutôt on va mettre les passages
de Sam au feu tricolore sont indépendants. Donc pour les raisons que je viens de donner. Chacun constitue donc... Enfin non, chacun constitue, on va mettre... C'est pas forcément donc, parce qu'en fait ça vient juste compléter. Donc chacun constitue une épreuve aléatoire. Hein, puisque justement je disais qu'on suppose que Sam il passe pas sa journée à calculer ce qu'il va obtenir comme feu. Donc chacun constitue une épreuve aléatoire et l'aller et le retour de Sam constituent donc une répétition, disons, de deux épreuves identiques et indépendantes. Identiques et indépendantes. Voilà. Donc en gros, hein, vous dites, on veut savoir qu'est-ce qui est une épreuve. Donc là, comme je viens de le dire, hein, l'épreuve c'est le passage, qu'elle est aléatoire, bien sûr. Et on veut savoir où est la répétition. Donc là, c'était l'aller et le retour, donc on répète en effet 2 fois. Donc on a bien une répétition de 2 épreuves. Et après, on veut savoir justement qu'elles sont indépendantes. Alors quand on peut expliquer clairement pourquoi, par exemple avec remise, etc., on le fait. Là, je vous avoue que plus que ça, je vois pas ce qu'on peut dire, hein, parce que clairement, voilà, si c'est pas indépendant, c'est que le Sam, là, il passe vraiment sa journée à calculer ce qu'il va obtenir le soir. Bon, a priori, ou sa nuit, ce qu'il va obtenir le matin. Je pense pas quand même, donc on va partir du principe que bien sûr c'est indépendant. Question 2. Construire un arbre pondéré décrivant la situation. Alors justement, là on a l'aller et le retour. Donc on va avoir un niveau de l'arbre pour l'aller, un niveau de l'arbre pour le retour. Donc à l'aller, il a le choix, il peut tomber sur vert, orange ou rouge. Et au retour aussi. Donc on se retrouve avec un arbre comme ça. Et vous voyez, le souci là, c'est que, par exemple, imaginons que je vais calculer la probabilité qu'il ait eu un vert à l'aller et un rouge, enfin plutôt un vert à l'aller et un vert au retour, je vais avoir V inter V. Ce qui est bizarre quand même, hein. V inter V c'est juste V, donc ça n'a pas trop de sens. C'est pour ça qu'on va numéroter quand il s'agit d'une même expérience qui est répétée, ce que je disais tout à l'heure, pour dire, bon ben voilà, le 1 c'est pour la première expérience qui a été faite, et le 2 c'est pour la deuxième. Donc le fait d'avoir un vert 1 ou un vert 2, c'est pas la même chose quand même. La probabilité est la même pour chacun, mais on ne parle pas de la même issue finalement. Enfin, du même moment. Voilà, on va dire ça comme ça. On nous demande de le pondérer quand même, hein, donc on a des probabilités. Alors on nous dit que sur 80 secondes, le vert c'est 50 secondes, et 50 sur 80 c'est pareil que 5 huitièmes. Donc je vais avoir 5 huitièmes. Après, le orange c'est 4 sur 80. Donc si je divise tout par 4, ça fait 1 vingtième ici. Et le rouge, c'est ce qui reste. Alors j'avais 50 et 4, donc 54 pour aller à 80. Je peux l'écrire hein, si vous voulez. 80 moins 54, ça nous fait donc 26 secondes pour le rouge. Voilà. Donc du coup, 26 sur 80, donc ça nous fait 13 sur 40. Voilà. Et donc là, justement, vu que vous venez d'expliquer que les épreuves sont indépendantes, vous avez le droit à ce moment-là finalement de recopier les probabilités, puisque si elles sont indépendantes, c'est que les probabilités n'ont pas changé. Du coup, 5 huitièmes. Bon là, ça va être un peu ratatiné chez moi, j'espère que vous avez plus de place. 13 quarantièmes, 5 huitièmes, 1 vingtième, 13 quarantièmes, etc. Voilà. Et donc on a finalement notre arbre.
Mais encore une fois, c'est agréable de le représenter comme ça, puis on voit le nombre d'issues, etc. Bon. Mais en réalité, ça peut se faire de tête puisqu'il s'agit de multiplier les probabilités entre elles. Mais bon. Donc après, on vous dit, justement, calculer la probabilité que Sam rencontre deux feux verts sur l'aller-retour. Donc deux feux verts, ça veut dire V1 inter V2. Donc ça veut dire que j'ai fait tout le chemin. Pour ça, maintenant, on commence à savoir faire. Donc en théorie, ce serait P de V1 fois P de V2 sachant V1, sauf que P de V2 sachant V1, c'est P de V2. Donc en gros, je vais avoir la probabilité d'un vert qui se multiplie quoi. Donc 5 huitièmes fois 5 huitièmes, c'est-à-dire 25 64e. Il ne semble pas qu'on nous demande d'arrondir. Non. Ah si, arrondi au centième, pardon, pour une fois, on nous demande d'arrondir. Alors, je vais faire le calcul avec vous. Voilà, 25 divisé par 64, ça nous fait environ 0,39. Au centième, je rappelle que c'est 2 chiffres après la virgule, et c'est un arrondi, pas une troncature. C'est-à-dire que vous regardez quand même ce qu'il y a après le 9 pour décider si vous gardez 39 ou 40. Bon là, après le 9, il y a un 0, donc c'est bon, c'est 0,39. Donc 39%, dans 39% des cas, il n'a que du vert, en fait, à l'aller et au retour. Très bien. Ensuite, donc question 4. On vous dit en France, normalement, quand le feu est orange ou rouge, on doit s'arrêter. Donc on vous demande de calculer la probabilité, arrondie au centième, que Sam doive s'arrêter à l'aller et au retour. Et au retour, hein. Donc là, il y a plusieurs façons de voir les choses. Ouais. Donc à l'aller et au retour, ça veut dire qu'il n'a pas de vert, ni à l'aller ni au retour. Je pense que le plus simple pour vous, c'est d'additionner les chemins qui correspondent, hein. Donc il faut tous les chemins sans vert, puisqu'il doit s'arrêter à l'aller et au retour. Donc on a 6 chemins qui sont concernés là. Donc au final, si vraiment on veut tout écrire, ça ferait O1 inter... oui, c'est ça. Ah oui, pardon, non mais n'importe quoi. Ceux-là, ils y sont pas évidemment, puisque c'était du vert au début. Donc non, pardon, il n'y en a que 4. Voilà. Pardon. Donc je reprends. O1 inter O2 plus P2 O1 inter R2 plus P2. Alors là, c'est pas des probabilités totales, attention, hein, parce que là, j'arrive pas forcément au même événement. Là, j'additionne des issues qui correspondent à un certain événement, mais pas un événement qui est dans l'arbre. Là, l'événement, c'est ne pas obtenir de vert, en fait, ni à la ligne au retour, puisque s'il s'arrête, c'est qu'il n'a pas eu de vert. Donc, après, il faut faire tout le calcul. Donc, 1 vingtième, je vais m'amuser là. 1 vingtième fois 1 vingtième, plus 1 vingtième fois 13 quarantième, plus 13 quarantième fois 1 vingtième, plus 13 quarantième fois 13 quarantième. Alors, je fais le calcul et je vous donne le résultat, hein. Je ne vais pas écrire toutes les étapes, bien que, bon, c'est pas si terrible en fait, mais bon, je vais éviter. Alors, 1 donc sur 400, c'est pour le premier, plus 13 sur 800, plus 13 sur 800, plus 169 sur 1600. Ok, et donc j'obtiens environ 0,14. Là aussi, après le 4, c'est un 0. Donc on peut s'en tenir à cette approximation. Voilà. Ensuite, donc le 4b, c'était ne doivent s'arrêter qu'une seule fois. Donc là, ça veut dire qu'au contraire, il doit avoir un vert, mais un seul. Donc je vais changer de couleur. Alors un vert, mais un seul. Donc vert et vert, ça va pas. O1 et O2, ça va pas, mais O1 et V2, oui. Et après, il y a R1 et V2. Voilà. Donc si je fais le B, là, c'est probabilité de V1 inter O2. À chaque fois que j'ai un seul vert, quoi. V1 inter R2 plus P2 O1 inter V2 plus P2 R1 inter V2. Voilà. Et j'ai pas pris les deux verts, puisque si je prends les deux verts, il va pas s'arrêter du tout. Là, on vous demande quand même qu'il s'arrête une fois.
Donc P de V1 inter O2. Bon bref, vous avez compris l'idée, hein. Maintenant c'est juste un peu laborieux, il faut écrire le calcul. 5 huitièmes fois 13 quarantièmes. Plus 13 quarantièmes fois 5 huitièmes. Plus R1 inter V2 13 quarantièmes fois 5 huitièmes. Ah mais attendez, parce que j'ai déjà compté ça. C'est laquelle que j'ai pas compté? Ah oui, c'est 1 vingtième fois 5 huitièmes. Voilà, donc pareil, je vous écris le calcul et puis en fait, on aura terminé. Donc 5 sur 160 plus sur 320 plus voilà, et plus ah bah oui, ce qui nous fait 0,47 quand on arrondit. Donc dans 47% des cas, il se sera arrêté exactement une fois. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait vous demander par exemple, hein, mais en fait il y a plein de situations autres que celle-là, mais ça peut ressembler à ça, les questions en tout cas sur la partie succession de deux épreuves indépendantes. Ça n'ira pas au-delà en fait, hein, vous verrez, c'est pas bien compliqué hein, comme exercice, il faut juste avoir compris ce que ça veut dire. Souvent ce qui vous pose le plus de problème c'est la 1, c'est justifier. Voilà, donc pour la 1 je répète, hein, en fait vous pouvez presque appliquer tout le temps la même phrase si vous dites l'expérience consistant à constater la couleur de ce feu. Bon, parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. Alors ça, après, vous l'adaptez en fonction du contexte. Lorsqu'on y arrive, au feu, hein, bien sûr, et répéter deux fois à l'identique. Donc là, ça vous permet de dire que vous avez répété deux fois une expérience identique. Hein, donc, la première occurrence n'influençant pas la seconde. Cette phrase-là, finalement, vous pouvez la ressortir un peu à toutes les sauces. Je la répète, hein. L'expérience consistant à constater la couleur de ce feu lorsqu'on y arrive et répéter deux fois à l'identique, la première occurrence n'influençant pas la seconde. C'est quasiment la phrase de la définition en fait. Voilà. Ou alors vous faites un truc un peu plus élaboré comme j'ai écrit là dans le 1, mais bon c'est la même idée. Hein. Voilà, bon ça ira pour donc cette fin de chapitre. J'espère que c'était quand même pas trop difficile, je pense pas, mais on sait jamais, peut-être le vocabulaire. On en rediscutera bien entendu en présentiel. Et en attendant, je vous souhaite un beau début de semaine et à très bientôt. Merci pour votre écoute.